Bonsoir à tous, bienvenue dans ce débat consacré à la commune d'Etterbeek. Une commune qui vous fait sans doute penser tout de suite immédiatement aux frites de la plage Jourdan, mais peut-être aussi aux institutions européennes qui sont très présentes. Etterbeek est une commune fortement urbanisée, on va le voir en chiffres. Elle s'étend sur 315 hectares et est densément peuplée, 47 786 habitants exactement au 1er janvier 2018. Elle est administrée par le MR Vincent De Wolf à la tête d'une majorité composée de la liste du bourgmestre, du PSSPA et des Colo-Groen. Dans l'opposition, on retrouve le CDH et Défi. 5 invités ce soir qui présentent des listes complètes. Je vous les présenterai dans un instant. Un plateau exclusivement masculin, pas de femmes tête de liste à Etterbeek. Alors le bus de BX1, vous l'avez vu dans le journal, est allé aujourd'hui à la rencontre des Etterbeekois. Il s'est arrêté toute la journée place Van Menen. L'occasion donc de rencontrer des habitants de la commune. Alors qu'en pense-t-il d'Etterbeek? C'est la question que leur a posée Michel Gaillard. On l'écoute. Nous avons passé la journée ici, place Van Meyel, à Etterbeek, avec le bus et l'équipe de BX1. Les habitants qui sont venus nous trouver ont notamment pointé la difficulté à trouver des crèches. J'ai des enfants et ça a chaque fois été difficile de trouver une place dans une crèche agréée. Pour l'un d'eux, nous a expliqué une mère de famille. Il y a aussi eu plusieurs jeunes qui sont venus nous interpeller, car la place Van Meyel, depuis qu'elle est aménagée en parc en 1996, est vraiment une place qui permet aux gens de se retrouver, d'échanger et aux plus jeunes de jouer. Mais nous manquons d'endroits pour pratiquer le sport, ont dit plusieurs jeunes qui nous ont expliqué devoir aller jusqu'à Oulu et Saint-Lambert pour pouvoir trouver une salle où il y a moyen de louer des terrains facilement. Et puis alors, autre question souvent évoquée, celle de la propreté. Les trottoirs sont entretenus, nous disait un ancien commerçant, mais enfin on pourrait quand même faire mieux. Le balayeur devant chez moi ne passe pas souvent et on manque de poubelles installées. Voilà pour le ressenti de ceux que nous avons croisés ici à Etterbeek. Voilà, 3 thèmes donc à soumettre à nos candidats, le manque de place en crèche, le manque d'infrastructures sportives et la propreté. Alors c'est un tirage au sort qui a déterminé la première prise de parole et c'est vous, Rick Yelema, qui avez tiré le numéro 1. Vous êtes tête de liste Colo-Groen. Alors parmi ces 3 priorités, parmi ces 3 volets, donc crèche, infrastructures sportives, propreté, si vous deviez choisir un thème et dire ce que vous voulez faire dans ce volet-là, quel serait ce thème ? Je parlerai de la propreté, parce que c'est un thème qui est cher à tout le monde. Tout le monde parle toujours du fameux duo sécurité-propreté. J'estime que notre majorité a fait de gros efforts en matière de propreté, mais ce n'est jamais assez. Il y a une expression en néerlandais, dweilen met de kraan open. Donc on ouvre le robinet et on passe la roque à reloqueter. Et on a mis énormément de moyens humains et financiers. Mais ça ne suffit pas. Et donc, pour nous, il faut continuer le plan de propreté tel qu'il existe, parce qu'il est bon, mais il faut rajouter un volet en amont. Il faut éviter la production de déchets, parce que le meilleur déchet, c'est le déchet qu'on ne produit pas. Et donc, il faut réutiliser, réduire et recycler. Et peut-être on parlera tout à l'heure de l'économie locale, mais ça c'est un point important pour l'économie locale, parce que ces 3 R que je viens d'évoquer sont bons pour une économie locale, circuit court, économie circulaire, etc. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Alors, vous avez donc choisi la propreté. Ce sera aussi votre cas, Vincent De Wolf, ou vous préférez, parler de crèches? Eh oui, il faut choisir un thème, c'est la loi du genre. Vous préférez parler des crèches ou des infrastructures sportives? Je vais parler des crèches parce que j'ai pris avec moi, figurez-vous, l'analyse Zoom sur Etterbeek, de perspective, Brussels. Et qu'est-ce que je lis? Au niveau de l'accueil de la petite enfance, Etterbeek affiche le taux de couverture le plus élevé de toutes les communes bruxelloises. Plus de 2 places pour 3 enfants. Ouais, bon, ça n'empêche pas certains de se plaindre, parce qu'ils ne trouvent pas de place. Il est légitime de se plaindre, mais quand on est la commune qui a le plus gros taux de couverture et qu'on a des grands projets qui sont en cours, ça mérite d'être dit quand même. Je rappelle que nous avons veillé à reprendre une crèche privée, la crèche Sainte-Geneviève qui allait fermer, on l'a reprise, 42 places d'enfants, qu'on est en train de doubler la crèche existante qui comptait 80 enfants, il y en aura 160. On les a déplacés dans des très beaux pavillons installés au parc
du paradis des enfants. On va créer une crèche dans le bâtiment dont on parlera sûrement, la nouvelle maison communale. On en parlera. Et on va encore créer une crèche dans le contrat de quartier durable dans le bas de la commune. Donc vous faites le maximum, c'est ce que vous nous dites. Je dis simplement, on n'en fait jamais assez, c'est sûr, mais nous sommes aujourd'hui les meilleurs à Bruxelles dans ce domaine. Sorry, c'est comme ça, c'est dit de manière objective. Et on fait encore un gros effort, on va augmenter considérablement encore le taux d'encadrement. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on est quand même bien. Alors Christophe Gassia, vous avez tiré le numéro 3, vous êtes tête de liste défi. Est-ce que vous avez envie de répondre en termes de propreté, en termes d'accueil de la petite enfance, ou vous choisissez un autre thème? Non, je vais prendre le thème de la propreté, où là, manifestement, Etterbeek n'est pas première, contrairement à ce que vient de citer M. De Wolf dans son support. Non, il y a effectivement eu un plan propreté qui, finalement, après 9 ans d'Eschwina Écolo-Groen, a vu le jour il y a 3 ans. On y croyait, on a soutenu ce plan parce qu'il était décliné en 3 volets, avec l'information, avec l'installation des infrastructures, et avec aussi un volet répressif. Et nous, on constate que si le bilan de la majorité se veut très important pour ce qui concerne l'information et les infrastructures, force est de constater qu'il n'y a eu que des moyens très insuffisants pour lutter contre les personnes qui salissent réellement la commune. Et tout le monde peut constater qu'Etterbeek est de loin une des communes les moins propres à Bruxelles, que nous promenons encore, bien entendu. Je crois que si vous avez pu constater Place Van Meyel aujourd'hui, l'état de la rue, justement, généralement, vous aurez vu, peut-être comme moi dimanche, lors de la journée sans voiture, à quel point les déchets étaient présents sur les trottoirs et sur la voirie. Quoi qu'il en soit, il y a d'énormes moyens qui doivent être mis en œuvre pour le caractère répressif des personnes qui salissent. Et c'est là-dessus que je trouve que la majorité actuelle a un bilan très négatif. Alors, Rachid Madran, tête de liste PSSPA+. Je pensais que vous alliez parler d'infrastructures sportives, mais là, peut-être que vous avez envie de répondre aux critiques sur la propreté. Puisque mes collègues ont abordé les 2 autres thématiques, je vais aborder la propreté, même si je trouve que le propos est excessif, parce et tout le monde le constate, il y a des efforts qui ont été faits importants, mais il faut continuer à les faire. En matière d'infrastructures sportives, moi je pense qu'on peut développer en tout cas, et on doit le développer, des petites infrastructures de plein air. Ça se fait dans beaucoup de pays, ça coûte pas énormément cher. Je sais que la COCOF et la ministre Fadila Lahana notamment subsidient à 100% ce type d'infrastructure, et ça répond à des besoins notamment. En termes de plus grosses infrastructures, je pense, j'avais fait faire un cadastre lorsque j'étais secrétaire d'État et que j'avais le sport dans mes attributions à la COCOF, qui disait que si on mettait à disposition les infrastructures sportives de nos établissements scolaires, et Etterbeek a un réseau scolaire très dense, on pouvait répondre à quasi la totalité, en tout cas 80% des besoins de salles indoor dans nos villes. Et c'est bon pour Etterbeek, c'est bon pour les autres communes. Donc, toutes nos écoles ont des salles de gym, ont des cours de récré, ont des infrastructures. On pourrait, moyennant de petits travaux d'accès, mettre à disposition ces infrastructures. Et donc je pense aujourd'hui, c'est vrai, que nos infrastructures sont saturées parce qu'il y a une demande et il y a beaucoup d'offres sportives sur la commune. Alors Damien Gérard, vous êtes tête de liste alternative CDH. C'est vous qui fermez le bal pour ce premier tour de piste. Quel thème choisissez-vous? Est-ce que vous avez vous aussi envie d'embrayer sur la propreté? Absolument. Mais d'abord, je voudrais juste signaler que sur l'accueil de la petite enfance, la même étude que M. De Wolf a citée indique que le nombre de places d'accueil à Etterbeek, qui est effectivement important, est essentiellement dans des structures de type privé. Et donc, les structures dans lesquelles le montant qu'on doit payer est proportionné au salaire des parents, par exemple, est assez limité dans la moyenne régionale. Et donc, nous, on pense qu'il faut diversifier le nombre le type les modes, si vous voulez, d'accueil. Mais sur la propreté, je pense qu'il faut arriver à penser un peu différemment. Il faut sortir un peu des plans, etc. Et il faut vraiment se focaliser sur les besoins des différents quartiers d'Etterbeek. Et nous, on a quelques propositions très très concrètes, avec des solutions pratiques. Il faut pouvoir, nous pensons, créer des poubelles collectives, si vous voulez, accessibles avec des petites puces électroniques pour permettre aux gens d'aller mettre leurs sacs dans la poubelle quand ils en ont besoin et pour aussi éviter qu'il y ait trop de sacs qui traînent en rue. Il faut pouvoir aussi avoir une poubelle communale. Nous pensons que quand les gens partent en vacances, etc., ils ont besoin d'une solution et pas de laisser un sac traîner pendant une semaine. Et il faut pouvoir aussi permettre aux gens d'alerter plus facilement les autorités communales, notamment par le biais, nous le pensons, de bornes de signalement. Voilà, ça ce sont des idées très concrètes qu'on a en matière de propreté parce qu'il faut, c'est une exigence importante et il faut pouvoir vraiment y répondre. Oui, alors on vous permet de réagir très rapidement et puis on passe à la question citoyenne, Monsieur De Wolf et puis Monsieur Yelma. Rapidement, parce que vous êtes chronométré et donc on comptabilise les temps de parole. Pour critiquer, c'est légitime qu'on critique.
Mais un peu de bonne foi, ça ne ferait pas tort, parce que si on interroge les riverains, la propreté, tout le monde reconnaît qu'elle s'est fortement améliorée. Oui, c'était un des premiers sujets de plainte, nous a dit Michel Gaillard. Oui, mais moi je vous dis que si vous faites un micro-trottoir, vous allez voir. Au niveau des tags, on a créé une brigade anti-tag, on a enlevé 1200 tags. La commune s'est complètement nettoyée en matière de tags. On a mis, pour répondre sous l'aspect de la répression, j'ai pris le chiffre avec le receveur tout à l'heure, je lui ai téléphoné, 300 000 € en 2017, 300 000 € de taxes et de sanctions administratives communales en matière de répression des incivilités. Monsieur Yalema. Je voulais juste dire qu'effectivement, la proposition de prévoir des conteneurs par quartier avec le puce, etc., c'est assez intéressant. J'ai des origines hollandaises, comme mon accent le trahit. Et aux Pays-Bas, ça se fait. Mais c'est pas facile à Bruxelles parce que le sous-sol est truffé d'impétrants, de câbles, etc. Donc on ne peut pas partout les installer, mais l'idée en soit intéressante aussi parce que les camions savent exactement détecter quand les conteneurs sont pleins, donc ils ne font pas trop de tours. Donc moins de pollution, etc. Mais c'est réservé aux habitants. C'est le Smart City, quoi. C'est des applications intelligentes. Donc ça existe. Il faut aller voir à l'étranger ou peut-être en Flandre aussi. Mais à Bruxelles, c'est pas toujours facile. Voilà, si vous le voulez bien, on va passer maintenant à la question citoyenne. C'est celle qu'un citoyen nous a posée en venant nous voir au bus de BX1. Alors elle est posée, cette question, par une personne qui souhaite garder l'anonymat et qui cherche un domicile dans la commune. Je vous propose de l'entendre. Je n'arrive pas à trouver un appartement dans la commune où je me sens bien depuis toujours. Et pour cela, moi, j'aimerais bien rencontrer M. Dolf afin qu'il trouve une solution. Et puis, si c'est positif, moi, je peux retrouver un emploi. Voilà, donc logement, emploi, c'est une question qui vous est adressée, Vincent De Wolf, mais elle s'adresse évidemment à tous les candidats. Alors, Damien Gérard, effectivement, ces logements accessibles, c'est une marotte du CDH depuis longtemps. Alors, des efforts ont été faits pendant cette législature. Il y aura création de logements moyens ou de logements accessibles. Pas suffisamment, selon vous ? Absolument. Donc il y a une opportunité gigantesque qui a été manquée à Etterbeek. Donc nous, ça fait 10 ans qu'on martèle que le site dit des Jardins de la Chasse, de l'ancien hôpital d'Etterbeek, aurait dû être transformé dans un nouveau quartier de logements accessibles. Alors, à force de marteler la chose, donc on est heureux de constater que l'idée est finalement reprise. Donc il y a quelques logements sur le site des Jardins de la Chasse qui seront consacrés, donc qui seront accessibles à une population etterbeekoise qui a des moyens un peu plus limités. Et on nous dit que sur le site de la maison communale actuelle, on créera également des logements moyens. On attend de voir. Sans doute qu'il faudrait quand même rentabiliser cet espace. On parle de 200 logements, 200 logements moyens sur le site de l'ancienne maison communale. On verra si c'est possible. Moi, je n'ai pas de données qui me permettent aujourd'hui de penser que c'est réalisable. Et donc, effectivement, c'est absolument important. 2/3 des Etterbeekois sont des locataires. Il faut leur permettre de rester à Etterbeek. Et donc, voilà, on a une série de propositions très concrètes en la matière, sur lesquelles je peux revenir, de mobiliser davantage la régie foncière. Et puis également, il faut, je pense, revitaliser un peu l'AIS également. Donc AIS, Agence immobilière sociale. Christophe Gassia, même point de vue que M. Gérard ? Il faut faire quelque chose pour les logements moyens, bien entendu, et effectivement garder les jeunes ménages à Etterbeek, c'est un objectif que nous défendons aussi dans notre programme, même si nous visons aussi l'accès à la propriété, ce qui, comme vous l'avez dit, manque cruellement à Etterbeek. Pour ce qui concerne la personne qui se demandait, m'est-il possible d'accéder à un logement ? On pense bien évidemment à un logement social dans un premier temps. Et là encore, même s'il y a des efforts qui sont faits, même s'il y a un rattrapage qui tend à se poursuivre, il y a eu pendant trop longtemps à Etterbeek une carence en matière de rénovation des logements sociaux. Vous savez qu'à l'époque du foyer etterbeekois, qui maintenant a fusionné, il y avait plus de 200 logements sociaux inoccupés sur 950. C'est colossal. Il est évident que 200 logements sociaux, ces logements pourraient servir ou auraient pu servir à permettre à cette personne de peut-être trouver un logement. Et donc, là encore, je pense qu'il faut bien avoir les idées claires et anticiper surtout les problèmes d'infrastructure, les problèmes d'habitabilité de ces logements pour ne pas se retrouver dans une nouvelle carence d'ici quelques années. Et c'est pour ça qu'il faut rentrer des projets régulièrement. Carence dans la rénovation des logements sociaux et occasion manquée, dit M. Gérard, par rapport à la création de logements. D'abord, une chose. À prix raisonnable. Ce serait mentir que de dire que le prix de l'immobilier, tant au niveau locatif qu'acquisitif dans notre commune, n'est pas exorbitant. Aujourd'hui, se loger, louer un appartement à Etterbeek, c'est extrêmement cher. Un des enjeux fondamentaux, et on est d'accord dans la majorité pour l'avenir, ce sera de faire en sorte que le
le logement, l'accession au logement est une priorité absolue. Pour évidemment les populations qui ont de plus faibles revenus, je pense au logement social. Nous sommes à 6% par exemple de logements sociaux, la moyenne régionale c'est 8%. Alors justement, vous dites par exemple, il faut arriver à 15% de logements sociaux dans les projets, comment faire? 8%. Nous ce qu'on veut c'est tendre vers la moyenne régionale. Tendre vers la moyenne régionale, c'est-à-dire de transformer le bâti public en logement social. On peut fixer des critères d'attribution dans nos logements publics qui soient des critères du logement social. La personne qui dit je voudrais voir M. De Wolf pour qu'il me donne un logement, c'est évidemment pas M. De Wolf tout seul qui va donner le logement. Ça n'irait pas, parce qu'il faut qu'on ait des critères objectifs, des critères qui soient des critères qui permettent à chacun qui en a besoin donc socialiser une partie du patrimoine de la régie foncière. Donc socialiser une partie de ça et investir dans du logement social. On peut encore faire mieux, c'est une de nos marottes depuis longtemps, le logement social. Parce qu'aujourd'hui je constate, et c'est vrai, il faut le reconnaître, que c'est difficile aujourd'hui pour nos jeunes, pour nos familles, pour les personnes qui ont des plus faibles revenus, de continuer à vivre. Il y a le marché privé qui est très cher, et donc nous, notre job, notre rôle, c'est de faire en sorte que les pouvoirs publics puissent réguler ce marché en achetant des immeubles si nécessaire et en permettant à des gens qui ont des revenus plus faibles de se loger. Ça, c'est notre priorité. Objectif chiffré, vous en avez un aujourd'hui? Moi, je vous ai dit, tendre vers les 8%, c'est énorme, 8% de logements sociaux. Ricky Lemaëtre, sur ce point? Donc je partage tout à fait l'analyse de mon voisin. Et notre dernière réserve foncière, c'est effectivement le site de l'actuelle maison communale. Ouais. Donc... Alors il y a une question, est-ce qu'on arrivera à construire ces 200 logements moyens sur le site? C'était la question qui était posée par M. Gérard. Il n'y a pas encore de projet déterminé, il y a une volonté politique. Moi par exemple, j'ai aussi une volonté, je ne sais pas si M. De Wolf le partage, mais sur le site, le bâtiment est très énergivore. On consomme énormément d'énergie dans ce bâtiment-là, donc là, surtout l'aile de 78, mais il y a une partie de 58. C'est une année qui vous dit quelque chose, n'est-ce pas? C'était une bonne année. C'était l'exposition universelle. Ah d'accord, je pensais que c'était votre anniversaire. Aussi. Ah ouais. Mais donc cette partie-là, j'aimerais bien essayer de sauver cette partie-là parce que... Donc sauver une partie et ne pas tout la détruire, salle du conseil a quand même un certain caractère. Peut-être on peut l'intégrer dans un futur bâtiment multifonctionnel. On est en manque de salles de spectacle. L'important c'est quand même le logement. Bien sûr, mais... on peut arriver à plus de 10% de logements sociaux sur ce site-là. Alors cette promesse, Vincent De Wolf, qui est de dire on va construire 200 logements accessibles à la place de la maison communale, l'ancienne maison communale quand elle sera détruite. Est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui de nous dire on tiendra cette promesse? Donc nous avons un accord de majorité. Nous n'avons pas simplement dit on va se représenter, etc. On a négocié entre nous un programme qui nous lie. Et dans ce socle minimal, on a indiqué qu'on souhaitait, autant que faire se peut sur le site des Jardins de la Chasse d'abord et sur le site effectivement actuel de l'hôtel communal, de faire du logement moyen et social. Je m'explique rapidement, mais c'est important. Parce que quand j'entends M. Gérard qui dit on a raté une occasion extraordinaire, il n'était pas là en 2012 comme tête de liste, mais à l'époque, le CDH faisait campagne contre le projet en disant qu'on allait être complètement en déficit et que ça allait couler la commune de construire ce bâtiment. Entre-temps, on sait qu'on est largement bénéficié, on a baissé 2 fois les impôts, on a remboursé nos dettes, on ne sait pas tout faire en même temps et on a monté nous-mêmes un projet particulièrement positif dans lequel on va déjà faire une petite cinquantaine de logements sociaux de logements moyens à front de l'avenue des Casernes. Et je pense qu'on arrivera déjà d'en faire 50 de plus à l'arrière vers la rue de Arneux. Régie foncière, il faut socialiser la régie foncière. J'ai pas envie de devoir vous couper, mais vous êtes en avance sur le temps de parole. C'est pas grave, laissez-moi être cohérent et complet. Régie foncière, combien de logements aujourd'hui? 250 logements. Ouais. Combien sociaux? 100 sociaux, 150 moyens. Et demain, effectivement, moi je suis d'avis qu'il faut raser toute l'ancienne maison communale, totalement, pour pouvoir faire un bâtiment. Il n'y a pas d'accord dans la majorité, si vous êtes reconduit, on a bien compris. On ne va pas aller engager l'avenir sans se concerter, et de faire du logement moyen et social sur ce site, et exclusivement cela. Et je crois que c'est un très très beau projet qu'on peut tout à fait réussir. On a les moyens financiers de le faire, on est propriétaire du terrain. Alors, je peux vous permettre de répondre à cette question, ou en tout cas à ces propos de Vincent De Wolf, mais je voudrais faire avancer le débat et entrer dans les enjeux politiques sur cet accord de majorité, qui est donc signé entre la liste du bourgmestre, PSSPA et Écolo Groen. Vous avez l'impression, vous, que ça cadenasse le scrutin à Etterbeek?
Certainement, mais je vais revenir donc une seconde sur, Très rapidement, sur le s'il vous logement. plaît. Donc, voilà, on se réjouit que le logement moyen soit entré dans le vocabulaire de la majorité à Etterbeek. Mais c'était pas le cas selon vous. C'était pas le cas selon vous. Énormément. C'était pas le cas selon Non, vous. c'est sûr, c'est sûr. Celui qui Il y a une dizaine d'années. SDRB, CityDev. Écoutez, je ne vous ai pas Il fait- interrompu. Bah oui, mais on peut interrompre, Donc, on se réjouit Business. absolument ça. Et honnêtement, C'est un CDF si vous arrivez à le faire, eh bien, aucun logement vous aurez moyen notre sur la région, soutien monsieur, aucun. absolu. Alors, sur l'accord de majorité, absolument. Donc, ça cadenasse malheureusement le débat qu'on essaie de mener aujourd'hui avec les habitants. Donc, les habitants nous accueillent très chaleureusement en disant vous êtes vraiment bien courageux parce que on sait très bien que ce sera davantage de la même chose après les élections. On vous souhaite de faire bouger les lignes, mais voilà, vous savez très bien que ça va être compliqué. Et effectivement, ça va être compliqué. Et nous, on pense que ça alimente malheureusement une certaine défiance vis-à-vis du politique. Et aussi, c'est une espèce de renoncement de la part quand même des colos et du PS, qui ne présentent pas de candidat bourgmestre, et qui quelque part cautionne le fait qu'on va avoir le même bourgmestre pendant 34 ans. Donc pour nous, effectivement, c'est un vrai problème. C'est dommage. On est dans une autre approche, dans une approche de projet. Voilà, on essaie de contribuer utilement au bien-être des Etterbeekois dans leur quartier, là où ils vivent. Alors, oui, Rachid Madral, mais une question tout de même. C'est vrai que vous avez re-signé avec le MR. Est-ce que ce serait Et pas... Écolo. Et Écolo Groen. Est-ce que ce serait pas plus facile de faire aboutir certains points de votre programme de majorité avec un parti, Monsieur Peuzès. un autre parti et une alliance plus progressiste, comme votre président de parti l'appelle de ses voeux? Monsieur Peuzès, je vais vous expliquer quelque chose. Je ne suis pas libéral, je ne suis pas écolo-groen, je suis socialiste. Et nous, ce qu'on veut, c'est être totalement transparent avec les gens, comme on l'a été. Vous êtes aussi très sensible à la transparence. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, voilà, si les électeurs sont d'accord, si l'arithmétique électorale le permet, on continue ensemble. Et notre volonté, c'est de faire une majorité dans laquelle les accents socialistes seront importants en fonction du rapport de force, seront importants pour écolo en fonction du rapport de force, seront importants pour le MR en fonction du rapport de force. Et nous, on est dans une logique qui est simplement de dire, est-ce qu'on a bien travaillé? Le bilan est positif. Mais évidemment, moi, mon souhait le plus cher, c'est que la famille socialiste, SPA, PS et les Européens socialistes qui nous ont rejoints soient les plus forts pour pouvoir réaliser au plus ce que nous on souhaite. Et on l'a fait dans la transparence. Alors, Krikeleba, même question pour vous. Est-ce qu'à un certain moment, on n'est pas en train de donner finalement un seul choix aux électeurs? C'est soit de voter pour l'opposition, soit de voter pour trois partis qui ont décidé d'unir leur destin ensemble. Je comprends très bien d'ailleurs ce que dit M. Gérard, parce que j'ai ici leur courrier alternatif CDH où il dit, je l'ai mis en vert, vous pensez que les jeux sont déjà faits? Pas de fatalisme, le résultat des élections peut encore tout changer. Ah oui, pas de fatalisme. Je veux dire, tout peut changer. Il y a trois scénarios. Soit qu'on vient de dessiner, c'est-à-dire il y a une majorité alternative écrasante qui n'approuve pas notre bilan collectif, parce que c'est un bilan collectif dont on est fier. Ça peut arriver, c'est fort peu probable. Et un deuxième scénario qui donne plus de poids à l'un ou l'autre des partis des trois, et donc le rapport de force change à l'intérieur de la coalition. Et moi, je trouve que c'est le plus probable et le plus souhaitable, surtout pour nous, évidemment. Et qu'il n'y a plus un parti qui a la majorité absolue, mais que les forces soient plus équilibrées. Excusez-moi, mais c'est l'enjeu quand même aussi des élections. Et troisièmement... Donc vous espérez que la liste du bourgmestre soit battue, quoi. Voilà. Qui perd de sièges et qu'on en gagne, c'est évident. On est en campagne électorale, non? Sur base de nos programmes comme formation indépendante. Parce qu'on n'est pas sur la liste du bourgmestre, le PS n'est pas sur la liste du bourgmestre, il y a trois listes. Et je termine, on est le seul parti des trois à dire haut et fort, et je le répète ici, pour ceux qui ne l'avaient pas encore entendu, que si le résultat est mauvais pour nous, on sort de l'accord, on retourne dans l'opposition. Si on ne peut pas peser suffisamment fort dans cette nouvelle majorité qu'on souhaite de nos voeux, on sort. Si l'électeur n'a pas compris notre bilan individuel, je veux dire, pas le collectif, mais le bilan écolo-groen, ce qui m'étonnerait, parce qu'il est bon. 12 années de participation au pouvoir. Et l'autre hypothèse, c'est que l'électeur n'a pas compris ce qu'on fait encore avec les autres. Donc, ils vont nous sanctionner. Et on va respecter ça. On va sortir de l'accord de majorité. Ok, je pense qu'on vous a bien compris. Dans l'opposition. J'ai adoré l'opposition. Il n'y a rien de... C'est un très Alors, je pense qu'on vous a bien compris. Alors, votre slogan, M. Gassia, c'est « Osons le changement ». Et dans votre programme, ce qu'on peut lire, le chemin est encore long, mais il faut éradiquer les mauvaises pratiques de la majorité MRPS. Vous entendez quoi par là? Eh bien, beaucoup de choses. Parce que vous ne citez même pas écolo, vous dites que la majorité est MRPS. Tout à fait. Pourquoi? Parce que donc on constate quand même que, vous savez, votre chaîne a fêté ses 30 ans, mais ici,
on a un anniversaire, puisque ça fait 30 ans que le MR et le PS sont dans la majorité à Etterbeek. Monsieur Gazien, est-ce que le Non, mais FDF vous n'était me pas dans permettez, la majorité pendant longtemps, Monsieur Robert et pas Monsieur Vanel. pas de 88 à 2000 et pas de 2012 à 2000. Mais non, mais vous êtes longtemps avant que vous soyez sans discontinuité, vous êtes dans la majorité ensemble depuis 1988. Mais avec le FDF. Mais non, pas du tout. On était dans l'opposition en 88. Vous avez une mauvaise mémoire. Monsieur Defossé, c'était quoi? Mais pas du tout. Monsieur n'était pas un FDF, il était socialiste en 88. Monsieur Robert, Monsieur Vanel. Relisez les chiffres électoraux, vous verrez bien que vous êtes honteux de cet anniversaire. Mais revenez aux mauvaises pratiques. Manifestement, Monsieur Gassia, revenons aux mauvaises pratiques et dites-nous ce que vous entendez par là. Les mauvaises pratiques, c'est quand vous avez finalement cette proximité qui devient de la complicité pendant autant d'années, vous êtes amené à certains moments à avoir des dérives démocratiques. Et nous l'avons constaté à l'occasion de certains conseils communaux. On a vu notamment des votes qui étaient changés lors d'un conseil communal successif parce qu'on n'était pas très fiers d'avoir voté une motion. Et donc on a voulu modifier finalement les règles démocratiques en cours parce que, voilà, ça faisait plaisir. Et vous, Monsieur Madran, en tant que tête de liste PS, vous y avez contribué. Mais, monsieur, s'il vous plaît, je voudrais quand même m'étonner d'une quelque chose. Vous annoncez tous des programmes qui vous sont propres. En même temps, j'ai entendu M. De Wolf annoncer que vous aviez un programme collectif. Où est le socle commun? Où est-il? Nous n'avons pas connaissance. Donc les habitants qui vont voter n'ont pas connaissance du socle commun. Parce que c'est ça qui est ficelé entre vous. C'est que vous ne dites pas très clairement ce sur quoi vous vous êtes déjà mis totalement d'accord. Sur la cohérence des projets, c'est aussi une critique du CDH+, où vous dites que chacun fait un peu ce qu'il veut de son côté. C'est ce que vous dites, si je vous résume. Oui, donc l'alternative, c'est ça aussi. C'est un projet cohérent pour la commune, pour le développement des différents quartiers. Donc voilà, nous on a une vision très claire du développement communal. Et effectivement, on n'est pas dans une logique de partage d'un gâteau, un accord de majorité, c'est des petits points et on se répartit les sièges, etc. etc. C'est pas du tout notre approche. Et sur la gouvernance, si vous voulez, nous, une proposition phare de notre programme, et c'est un engagement ferme de notre part, c'est de limiter les mandats exécutifs, bourgmestre, échevin, président de CPAS, à 2 mandats successifs dans le temps. Parce que c'est ça qui permet de renouveler la démocratie. Vraiment. Et c'est une exigence importante, c'est une demande importante des habitants. Donc vraiment, c'est un engagement fort. Et si d'autres veulent le rejoindre, eh bien, on est naturellement ouvert. Alors on a bien compris que vous, en tout cas, Rachid Madran et M. Yelema, vous étiez d'accord pour cette proposition de l'alternative CDH+. Mais je voudrais tout de même vous poser la question sur ces mauvaises pratiques et votre réponse par rapport aux critiques de M. Gassia. Et puis je vous donnerai la parole, M. De Wolf. Je ne dois pas répondre parce que je n'étais pas visé. Je voudrais que vous soyez plus explicite sur ces mauvaises pratiques. Si vous parlez de la motion TTIP qui a été adoptée, sur laquelle on s'est distingué, il y a des moments où la majorité, nous sommes en majorité, le traité transatlantique, écolo et le PS. Attendez, à notre demande, les visites domiciliaires, je suis très fier d'avoir déposé cette motion et nous l'avons adoptée. Vous l'avez co-signée. Vous l'avez retirée et puis vous l'avez redéposée, M. Madran, pour faire supprimer l'amendement unique que la liste du bourgmestre avait voté au conseil communal précédent. Ça, ce sont des mauvaises pratiques que les gens ne veulent plus entendre. Ce n'est plus possible de faire comme ça. Quand vous votez de manière démocratique au conseil communal, je pense que vous vous êtes exprimé. On va laisser répondre M. Madran et puis je donnerai la parole à M. De Wolf. M. Madran, terminez rapidement. Je termine simplement en disant à la fois la motion traité transatlantique, elle est passée, déposée par le PS. La motion visite domiciliaire, je suis très fier d'avoir déposé cette motion parce que je trouvais qu'on ne pouvait pas sanctionner la générosité des concitoyens, elle est passée. Cette motion est passée. Le résultat, c'est ça qui est important. Les petits jeux politiques, les petites analyses c'est compliqué. On a compris qu'on ne vous mettra pas d'accord. Battre sur ces questions-là. Moi, ce que j'essaye simplement de vous dire, c'est que, en toute transparence, on a adressé un courrier à l'ensemble de la population. Je ne vois pas sur quel élément clair vous pouvez aujourd'hui attaquer la. Où est le programme? C'est très compliqué de discuter. Mais non, mais c'est pas parce que vous m'interrompez et que vous criez comme un roquet, aurait dit un ancien président de la République, que vous avez raison. Donc moi, je vous écoute et je respecte votre propos. Simplement, ce que je vous dis, moi, comme socialiste, je suis très fier d'avoir fait passer une motion sur les visites domiciliaires parce que je m'y oppose et je suis très fier d'avoir fait passer une motion contre le TTIP et je suis très fier que c'est la gauche socialiste du Conseil communal. Monsieur Gassia, on va arrêter là cet échange, si vous permettez, et je vais donner la parole à M. De Wolf. Donc, par rapport à l'accord qui existe entre nous, j'ai été le premier en Belgique
à rendre, vous y étiez déjà, et c'était déjà l'objet du débat, hein, vous n'avez pas contesté ça, à communiquer ouvertement à toute la population l'existence d'un accord. Parce que c'est un secret de polichinelle, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Nous avons fait un accord avec vous dans le passé, monsieur. Pendant 12 ans, on a eu un accord avec le CDH qui était le PSC, donc voilà. Et c'est légitime de savoir et pas de commencer dans la nuit des élections à s'énerver avec des choses qu'on fait, qu'on défait, etc. De faire les choses calmement, de réfléchir, de voir avec qui on veut travailler et de voir sur quelle base on veut travailler. Mais de faire ça démocratiquement, de rendre ça public. On a été la première commune classée aux grandes dames de M. Gazia par la presse, notamment par BX1, numéro 1 de Bruxelles sur la transparence et la bonne gouvernance. On a dans la même optique... Ouais, ça fait un peu rire M. Gassia. Hein. C'est possible, mais c'est légitime de rire, c'est pourtant la vérité. Et donc on a de la même façon communiqué à l'ensemble des riverains que, effectivement, tout est ouvert, mais ils savent que si les chiffres le permettent, on va continuer ensemble. Et ils savent qu'actuellement, le ciment de la majorité, c'est le bourgmestre en place, ce qui n'est pas tout à fait illégitime compte tenu des résultats de voix individuels et globales qui ont été obtenus. En ce qui concerne des mauvaises pratiques, Monsieur Garcia, vous êtes juriste, faites quand même un peu attention à ce que vous dites quand vous parlez de complicité, alors qu'il s'agit de quoi? On parle de vote en conseil communal, du fait que l'amendement n'a pas été suivi par un vote sur le texte. Entre-temps, M. Madran a retiré son texte et on a revoté. Oui, on ne va pas faire tout le débat là-dessus. Donc on va essayer de passer à autre chose si vous le voulez bien. C'est un peu ridicule d'utiliser des mots d'une telle connotation sur une question de procédure, alors que, nous sommes une commune hospitalière et oui, effectivement. Oui, M. Yelema, vous demandez la parole depuis pas mal de temps. Encore pour la fameuse s'il vous plaît, oui. Manque de transparence. En tant que tête de liste néerlandophone, ça m'arrive de lire encore la presse flamande, qui en général n'est pas très tendre pour Bruxelles. Et récemment, j'ai lu 2 ou 3 articles de commentateurs politiques, d'un éminent politicologue qui disait « Les préaccords, ça existe partout en Flandre ». Mais caché, on n'en parle pas. Et il a dit un préaccord, un accord électoral qui est annoncé, c'est un gage de stabilité. Si les électeurs veulent que la stabilité... Et d'honnêteté. Et donc, pour nous, ça veut dire continuer le changement, parce qu'on a amorcé le changement, surtout les progressistes, mais on veut le rapidement, continuer. M. Gérard, et puis on passe... Il y a quand même un problème de culture politique à Etterbeek, il y a un problème dans la gestion du conseil communal. Donc, il faut absolument qu'il y ait un président indépendant du conseil communal, qui ne fasse pas partie du collège. Il faut revoir vraiment comment le conseil communal fonctionne, pour que ça devienne vraiment un lieu de débat où les gens peuvent vraiment, où les conseillers peuvent s'approprier vraiment les dossiers et on va terminer, les envies. On va terminer là-dessus, si vous le voulez bien. J'ai encore 2 questions. Une pour vous, M. De Wolf, une pour vous, M. Madran. La question sera très précise, je vous demande une réponse très courte. Vous avez un destin communal, M. De Wolf, vous avez un destin régional aussi. Si à un moment donné, il faut choisir, est-ce que vous restez bourgmestre, est-ce que vous restez député? Ah, mais je me suis exprimé à ce sujet de manière extrêmement claire. Donc, moi, j'estime que je suis bourgmestre à temps plein. Chacun le sait. Je suis présent dans les rues, dans les réunions, dans les débats, si à un moment dans la donné, il faut choisir, je vais vous répondre. Dans les marches exploratoires, dans l'aspect participatif, on a été très très fort. J'estime être un meilleur bourgmestre en étant la région qu'en n'y étant pas, parce que la propreté, la mobilité, l'urbanisme, je vous réponds, tout ça c'est régional et communal. Si je dois faire un choix entre les deux, je choisis la commune, sans hésiter, je l'ai dit, je l'ai écrit, je le confirme. Monsieur Mais Madran, j'espère même pouvoir question. continuer à faire les deux la fois prochaine. Je vais d'abord commencer en vous disant que j'ai un lien particulier avec ma commune. C'est pour ça que je suis chef de file. Bien entendu, je vais aller au terme de mon mandat de ministre. Question directe, réponse directe. Attendez, c'est pas aussi binaire, il faut que vous entendiez aussi autre chose. Moi, le fait d'avoir été secrétaire d'État à la région bruxelloise en 2014, vous savez que ça a permis d'obtenir un contrat de quartier. J'étais membre du gouvernement bruxellois quand on a eu. Donc, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le fait d'avoir un ministre à Etterbeek, un ministre à Etterbeek, qui est chef de file. Je le fais parce que je suis le chef de file et parce que j'ai un lien avec. Je pense que ma question était très directe. Mais je vous ai dit, je vous explique, j'irai au terme. Et si je dois choisir demain, après les élections régionales, si je dois rentrer à la commune, je reviendrai à la commune. Mais si je peux vous garantir une chose, c'est que si demain je suis député et que je dois choisir entre député et échevin, moi je ne cumulerai pas. Les choses sont très claires.
Et vous choisirez Ça, je verrai en 2019. Mais aujourd'hui, voilà. je ne C'est ce que vous cumulerai pas. ouais. Je fais exactement ce que fait et a fait pendant de très nombreuses années Monsieur le Président Minguin. Je fais et je ne fais que ce qu'on fait les autres. Ouais, ok. Voilà. Alors, Moi, je voilà. suis le chef de file et aujourd'hui, en tant que chef de file, je dois amener cette liste vers la victoire. Alors, on et va si parler- demain, je peux prétendre à d'autres fonctions à la commune, je Oui, mais très rapidement, parce qu'il y a encore beaucoup de dossiers à Comme on évoquer. dit, le succès a beaucoup de parents. Hein. Tout le monde dit que c'est grâce à lui. Moi, je trouve surtout que le contrat de quartier durable est bien géré par nous deux. Il y a un échevin du contrat de quartier Non, durable. on va arrêter Le sur vous bourgmestre, permettez. Je voudrais parler d'urbanisation maintenant, parce qu'effectivement... le CDA dit que c'est grâce à Oui. c'est grâce à tout le monde. Derrière lequel tout le monde s'est rassemblé. Oui. Moi, je pense qu'on c'est devrait très se bien. Je voudrais lancer un magnifique je projet. voudrais lancer, le CDH. Je remercie le PS. si vous le Merci. voulez bien, si vous le voulez bien, je voudrais lancer un morceau d'interview à propos des projets d'urbanisation. Il y en a beaucoup en gestation dans la commune, c'est notamment le cas à La Chasse, où le nouveau centre administratif est en train de sortir de terre. Un projet qui prévoit également un volet logement. Alors l'intégration de ce nouveau quartier est un véritable défi. Écoutez à ce propos un des responsables du projet. Le bâtiment serait réussi quand les gens se seront appropriés. Et quand je dis les gens qui sont appropriés, c'est tout type de public. Ça veut dire aussi bien les gens qui vont travailler. On espère vraiment leur donner un cadre de travail beaucoup plus intéressant que ce qu'ils ont maintenant, puisqu'ils sont quand même dans des bâtiments assez vieillissants, mais aussi les utilisateurs. Et au-delà de ça, bien sûr, il y a toute la symbolique d'avoir une maison communale. Ça veut dire une maison qui appartient à tous. Ça veut dire qu'elle doit vraiment être prise par la ville entière. Et donc il y a vraiment un rôle social. Et là, on a vraiment un rôle social de l'architecte où on va pouvoir vraiment essayer que cette maison communale soit vraiment un repère pour les gens et que soit vraiment l'image que la commune veut donner pour un futur meilleur pour sa commune et pour l'évolution de sa commune aujourd'hui. Voilà, ce chantier du centre administratif, c'est un projet qui s'ajoute à beaucoup d'autres. Il y aura aussi la réaffectation du bâtiment ING au cours Saint-Michel, la clinique Parc Léopold aussi, qui doit connaître un nouveau destin, et puis l'urbanisation des casernes. Ricky Emela, est-ce qu'il n'y a pas trop d'urbanisation, trop de projets à Etterbeek aujourd'hui ? Faut parler de 3 projets qui sont encore dans les cartons, je veux dire, à l'état d'ébauche pour ING. Mais des très gros projets. Hein. C'est des projets qui nous permettent aussi de construire encore du logement, parce que ça reste quand même un défi. Et on ne construit pas de nouveaux bâtiments, parce qu'il ne faut pas trop densifier non plus la commune, qui est déjà très dense. Donc ce sont des opportunités, je ne suis pas contre. Pour les casernes, il faut savoir que c'est surtout les casernes sur Ixelles. Les casernes sur Etterbeek ne sont pas impactées pour le moment, il n'y a pas de projet. Heureusement, les chevaux restent, parce que j'adore cette odeur de campagne à la ville. Donc les casernes sont pas... Ça jouxte la commune d'Etterbeek. Ne me dites pas que ça n'aura pas de conséquences que sur la... Absolument. Donc il ne faut pas créer un monoquartier, pas que des étudiants, pas que des profs, etc. Donc nous, on est pour la mixité, mais je veux dire, pour Ixelles, on n'a pas grand-chose à dire. On peut émettre un avis. Et on a un avis en tant qu'écologiste. Les écologistes d'Ixelles ont un avis, mais je ne veux pas parler des casernes. Mais donc, pour l'autre, donc le projet Jardin de la Chasse, ce n'est pas c'est un nouveau quartier qui sort de terre. Oui, et c'est ce que disait l'architecte, c'est un véritable défi en termes d'intégration. Alors vous, M. Gasset, est-ce que vous avez certaines inquiétudes sur cette intégration et puis sur les services aux habitants qui vont devoir suivre avec la multiplication de ces projets sur le territoire de la commune ? Je crois que nous sommes les seuls dans l'opposition à avoir soutenu ce projet. Depuis sa création, je crois que la seule vigilance que nous avons eu à avoir, c'était son financement et le fait qu'il n'y ait pas de dérapage. Il y a effectivement eu une possibilité pour la commune de le faire et on en est ravis, d'autant qu'il faut le reconnaître, si les finances de la commune se portent bien, c'est essentiellement dû à la région, puisque c'est la région qui a quand même fait effectuer des prêts non remboursables à la commune. Donc la commune n'a pas dû rembourser, c'est 35 millions d'euros empruntés, etc. Donc non. Votre gestion a permis peut-être de faire avec ce qui vous restait, mais il n'y a pas eu, Monsieur Oudéo, vous devez le reconnaître, la commune d'Etterbeek n'a pas dû rembourser l'argent que la région lui a prêté. Donc ce n'est pas un remboursement, ce sont des finances. Oui, mais c'est peut-être le cas pour d'autres communes, mais pour Etterbeek c'était le cas. Le FDF de l'époque qui m'a précédé, il y avait 2 milliards d'anciens francs belges de dette à l'époque. Oui, que vous n'avez pas dû rembourser. Quand je suis arrivé, mais si. Mais non, je parle ce n'est pas vrai. Je parle d'emprunt. Monsieur de la région. L'emprunt de 35 millions d'euros, la région l'a donné à la commune d'Etterbeek et la commune n'a pas dû les rembourser. Nous avons remboursé. Ceci étant, non, il n'y a pas eu de remboursement. Alors, ce qu'il y a maintenant par rapport à... Sur l'arrêté des chiffres, ça vous déplaît peut-être. Allez-y, continuez. Poursuivez votre propos, alors, M. Gasset. Cette maison communale
qui se veut passive, intégrer l'ensemble des services communaux, mais nous y sommes pleinement favorables. Et le fait qu'il y ait eu des logements qui sont peut-être pas très jolis, mais des logements malgré tout qui sont présents, eh bien ça rencontre aussi nos attentes, les attentes du groupe Défi, et nous aimerions voir également des logements moyens et aussi sociaux sur l'emplacement de l'actuelle maison communale, et c'est bien entendu ce qui est... Alors, M. Gérard, est-ce que vous êtes aussi optimiste que M. Gassia? À mon avis, non. Alors, écoutez, donc, nous, ce qui est sûr, c'est que pour ces grands projets, si vous voulez, il y a une exigence, un impératif, évidemment, c'est celui de la transparence, de les développer en concertation avec les habitants, avec les gens qui habitent vraiment autour de ces projets, des quartiers. Mais nous, vraiment, notre démarche, elle est différente. On ne veut pas se focaliser sur un projet en particulier ou deux. On veut vraiment faire de la politique au plus près des gens. Et vraiment améliorer la qualité de vie dans leur quartier. Et donc ça n'a pas été le cas selon vous? Eh bien, c'est certainement pas le focus, si vous voulez, de la majorité actuelle. C'est pas la façon dont ils organisent. C'est pas la façon dont ils organisent la gestion communale. Eh bien, effectivement. Donc ça, c'est la raison pour laquelle je l'ai soutenu et j'ai fait tout ce que je pouvais vraiment pour le faire passer. C'est parce que ça rentrait exactement dans notre vision de développement de la commune. Durable partout. Mais si, on peut absolument. On peut développer une approche politique centralisé sur les quartiers pour essayer de répondre aux besoins des gens là où ils habitent. Et donc ça, c'est vraiment notre approche. Donc dans les autres projets, c'est le manque de participation citoyenne que vous mettez en cause. Alors il faut parler de chaque projet indépendamment, donc c'est pas la question. Mais donc nous ici, on a une autre vision de la politique locale. À côté de tous ces grands projets urbanistiques, comme disait M. Yelema, Etterbeek est déjà urbanisé à 70%. C'est énorme. Il faut aussi préserver des espaces verts, des espaces de respiration pour les gens. On a besoin de logements. Il faut que les gens puissent se loger. Les logements moyens, mais il faut de la vérité. Il faut trouver des logements pour les gens qui sont en difficulté. Moi, j'insiste vraiment là-dessus. Le bien-être passe aussi par du vert. Voilà, les gens ont besoin de respirer. Alors sur cette question de l'association des habitants au processus décisionnel, puisque c'est une question qui est soulevée par le candidat d'Alternative CDH. Votre réponse, M. Mazin? Elle est très simple. Vous savez, quand Charles Piquet a initié les contrats de quartier en 1993, on avait des commissions locales de développement intégrées. C'était l'ébauche de la participation. Aujourd'hui, la participation est entrée dans notre mode de gouvernance. Une partie de notre budget est un petit budget participatif. Nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui au PS, c'est que, évidemment, une plus grande masse de nos budgets soit des budgets participatifs, que nos concitoyens soient associés aux décisions et aux investissements dans leur propre quartier. Et moi, je crois beaucoup à ça. Vous savez, à Porto Alegre, on a évoqué ces budgets participatifs. Et donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, si on est plus fort demain, ce qu'on veut, c'est que demain, comme dans les contrats de quartier qui ont été initiés à l'époque de la revitalisation urbaine, c'est que les habitants puissent décider des priorités d'investissement qui vont se faire dans leur propre quartier. C'est un peu la philosophie qu'on a développée. La commission consultative. Donc, je n'ai pas entendu ce que monsieur reprochait au Jardin de la Chasse. Je peux lui dire simplement qu'on a fait énormément de participation dans ce dossier, que les riverains du Square Jean-Joly ont demandé que le projet recule pour pas que ça leur prenne de l'espace de l'ombre et de la lumière. On a fait ça. Les gens qui sont là autour sont ravis, à ma connaissance, parce qu'il y avait un chancre là, il y avait un hôpital qui était à l'abandon. On va créer un grand espace vert, plus grand qu'un terrain de football, qui deviendra un espace public accessible à tous. Fermé le soir, c'est un très très beau projet. Fermé le soir, on va créer une maison de la participation dans la chapelle. On a fait des marches participatives. On n'a pas plus que 5 places et squares dans la commune qui vont être rénovées après des choix faits par les habitants dans des réunions où vous étiez présent à la place du Rinsdale. On a vraiment tout un cheminement par rapport à ça. Et dans mon programme, on a mis 5 millions pour le budget participatif sur ce sujet, et puis on va évoquer le dossier de la sécurité. Monsieur Gérard. D'abord, il faut une concertation des habitants en amont des décisions. Pas simplement venir leur présenter une décision, les faire parler pendant une soirée, et puis ensuite dire sur un plateau de télévision qu'on a organisé toute une concertation pendant des années, etc. Donc ça, c'est très important. En amont des décisions, et puis surtout, il faut que ce soit permanent. Donc nous, on veut vraiment un contact permanent entre les quartiers, les habitants qui y habitent, et la commune. Ouais, alors on va arrêter sur ce thème pour évoquer le dossier de la sécurité. Depuis janvier 2014, Etterbeek applique le régime des sanctions administratives aux mineurs de 14 ans. Rick Yelema. Yelema, pardon, excusez-moi, Rick Yelema. Alors, par rapport à ces sanctions administratives aux mineurs de 14 ans, est-ce qu'il faut revoir ce texte, l'abroger, l'amender? C'est une bonne question. Il faut dire que nous, en tant qu'écologistes, on est plutôt mal à l'aise avec ce texte. Et il faut aussi voir la pratique. Dans la pratique,
Je crois que ça a été appliqué une seule fois à Etterbeek. Jamais. Après une médiation. Mais sur le principe, une seule fois la sanction. Parce qu'il y a eu la médiation. Donc vous voudriez le voir abrogé, si je vous comprends bien. C'est un texte qui ne sert à rien, puisqu'on ne l'applique pas. Donc il y a d'autres mesures. Mais on n'est pas pour, c'est vrai. On n'était pas pour à l'époque. On n'a pas suffisamment pesé dans la majorité. Mais l'abrogation, vous n'avez pas réussi à le mettre dans le texte qui fonde votre accord électoral. Il n'y a pas d'accord là-dessus. Il n'y a pas d'accord là-dessus. Alors Rachid Madran, pourtant, vous n'êtes pas non plus favorable. Moi, je suis absolument défavorable à ça. Et par ailleurs, comme ministre de l'aide à la jeunesse, sur cet élément-là, les sanctions administratives communales, je n'approuve pas le principe des sanctions administratives communales. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de caractère éducatif. Et vous savez, l'aide à la jeunesse, le critère, c'est la sanction, doit être une sanction qui apporte un changement grâce à l'éducation. Mais on vient de vous dire ici, certains défendent des positions. Voilà, vous avez la démonstration de ce qu'est une majorité. Nous, on est suffisamment forts. Voilà, vous avez la démonstration que chacun reste lui-même, et c'est ça qui est fondamental. Et raison de plus pour les citoyens d'avoir des inflexions en fonction de leur vote. Il y aura plutôt telle tendance. J'entends qu'il pèse sur la majorité. Finalement, je constate que ce texte qui a été adopté en début de législature a été adopté alors même que la liste du bourgmestre n'avait pas de majorité absolue. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous êtes 2 échevins écolos ou 2 échevins PS au collège et que vous avez un autre échevin CDNV, vous ne parvenez pas au niveau de la majorité communale, alors que, oui, mais peu importe, vous constatez que le CDH, le groupe Défi, Écolo Groen et le PS étaient opposés. Ils avaient une majorité au conseil communal, mais malgré tout, c'est passé. Comment expliquez-vous qu'un texte sur lequel vous êtes opposé soit passé ? C'est quand même assez étonnant. Vous êtes dans une majorité, vous dites il faut avoir du poids pour peser sur les décisions, et quand vous l'avez, vous écrasez. Je trouve que c'est particulièrement révélateur de ce que, si vous me permettez de terminer, ça montre bien que les désaccords que vous avez dans votre majorité actuelle, et qui vont encore se renouveler par la suite, parce que ce n'est pas que là-dessus que vous étiez en désaccord, sur le survol de Bruxelles, le fait d'instaurer la nuit européenne, sur le fait du TTIP. On va permettre à Rachid Madran de répondre, si vous le voulez bien. Qui montre que c'est ingouvernable avec une majorité actuelle, puisque vous êtes en désaccord régulièrement au conseil communal, mais vous vous écrasez face au bourgmestre parce que vous avez peur de perdre vos prébans. Alors Rachid Madran, est-ce que vous vous êtes écrasé sur ce texte ? D'abord, c'est mal me connaître, y croire que nous, on s'écrase, on discute beaucoup entre nous, mais il y a peut-être une chose entre vous et moi qui est différente, et peut-être entre nous et vous. Vous êtes ministre. Non, c'est pas ça. C'est la question de la loyauté. Moi, quand je donne ma parole, je la respecte jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et quand je dis à quelqu'un, je suis dans une majorité, et parfois, pour moi, je vais accepter des choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Je vous dis que principalement, moi, les sanctions administratives communales et les socialistes de manière générale, on est contre. Mais au niveau local, on s'est engagé ensemble sur un travail. Il y a des choses où le MR n'est pas content, il y a des choses où Écolo n'est pas content, bien compris. Il y a des choses où moi je ne suis pas content. Monsieur Gérard, sur ce texte, puisque... Monsieur Gassia, s'il vous plaît. Monsieur Gérard, comme ce texte n'a jamais été, cette sanction n'a jamais été appliquée, finalement, c'est ce que vous nous dites, Monsieur De Wolf. Je peux l'exprimer, j'ai pas eu la parole. Je vous donnerai la parole, mais je donne la parole à Monsieur Gérard. Est-ce que vous voulez voir ce texte abrogé aujourd'hui ? Ce qui importe, c'est la question que vous posez, c'est la question de fond, c'est pas ce genre de petite discussion. Donc sur le fond, nous on pense comme dernier recours, des sanctions administratives communales, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, parce qu'il faut pouvoir sanctionner en dernier recours. En revanche, il faut absolument investir dans la convivialité des quartiers, parce que c'est quand on crée du lien social entre les gens qu'on évite le genre d'incivilité que ce genre de sanctions sont destinées à punir, si vous voulez. Donc, c'est vraiment là que l'investissement doit vraiment être fait dans les 6 prochaines années. C'est vraiment se focaliser sur la création du lien social dans les différents quartiers d'Etterbeek. Monsieur De Wolf. Donc, sans aucun emportement, sans énervement, sans interruption, moi je voudrais dire. Allez-y, parce que vous à 14 ans, on a le discernement. À 14 ans, on sait ce qu'on fait. À 14 ans, on sait si on met une canette dans une poubelle ou à côté. Et ce que nous avons voulu, c'est pas sanctionner les jeunes. On a voulu les responsabiliser. Et donc, on a voulu que lorsqu'on prend un jeune qui met une canette à côté de la poubelle, il se passe quelque chose. On prévient les parents, on prévient l'école, on fait venir un médiateur, on fait un travail avec le jeune pour lui faire comprendre que ça ne va pas. Et si alors il reconnaît que ça ne va pas, il n'y a pas de sanction. Vous trouvez que c'est pas normal ? Moi, je trouve ça très bien. Parce qu'on apprend la propreté déjà tout jeune, et quand on est ado ou pré-ado et qu'on a 14 ans, on ne doit pas avoir d'impunité. Ouais. C'est rien que ça qu'on dit, et le but n'est pas de sanctionner les gens. Alors, monsieur Yelema, Vincent De Wolf ne vous convainc pas, là. Je vous ai vu faire non de la tête. Non, je pense que c'est plutôt autre chose. Je dis, à 14 ans, à l'âge du discernement, on peut aussi voter à 14 ans. Vous êtes contre ?
Voter à 14 ans. On ne va pas entamer un débat là-dessus. Discernement est une notion juridique précise. Alors il reste un peu moins le sens du bien et du mal. Il reste un peu moins de 4 minutes, donc il va falloir être bref pour un point que je voudrais encore aborder avec vous, c'est l'avenir de la plage Jourdan. Vous parlez dans votre programme de principal point noir de la commune. Pourquoi ? Oh, écoutez, on se réjouit de la rénovation qui arrive à son terme. Mais bon, ça fait 12 ans qu'on en parle. C'était la priorité de la majorité en 2006. Donc voilà, alors on est très heureux que ça arrive à son terme. Et on est très heureux aussi du résultat final. Je pense que le projet porté par Belliris est un beau projet. Voilà, mais simplement, voilà, 12 ans, ça démontre quand même qu'il y a un problème dans la gestion de ce genre de gros projet au niveau communal. Il a fallu que Belliris mette une pression énorme de retirer son financement pour que finalement les choses bougent. Les choses bougent. Voilà. Donc c'est très très important que les gens le sachent. Alors pourquoi non, totalement faux. Écoutez, alors terminez s'il vous plaît. C'est faux. Évidemment, M. De Waal ne va jamais l'accepter. Mais ce qui est fondamental, c'est que maintenant la place s'intègre vraiment dans le quartier. Et donc de nouveau, il faut réfléchir les différents aménagements autour de la place, la fluidité des différents du trafic, des vélos, des piétons. Donc voilà, vraiment, ce qui est important vraiment maintenant, c'est d'assurer l'intégration de la place dans le quartier. Et ça, ce serait une priorité. Alors évidemment. Pourquoi 12 ans ? Pourquoi ça a été si long ? Attendez, c'était au candidat Écolo-Groen que je posais la question. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps ? J'étais pas aux manettes à l'époque, mais je sais que ma prédécesseur a fait des panels citoyens. Donc on a fait de la participation. Et maintenant à l'opposition, on nous dit il y a eu trop de participation, ça a trop duré. Mais non, là, on a pris le temps de construire ce projet en amont. Il y avait un gros débat avec ou sans voiture sur la place. Je peux finir. Avec les commerçants, les citoyens, les habitants autour. Donc, on a eu ce débat. On a quand même tracé les grandes lignes du projet. Et après, vous savez très bien que Belliris, tous les projets Belliris, que ce soit à Etterbeek ou ailleurs, c'est des projets qui durent. Dans le cadre du contrat de quartier durable que tout le monde aime, on a aussi un beau projet pour les ateliers Toby, on va faire du logement, etc. Et c'est le tout dernier projet qu'on va réaliser, hors délai. Tous les projets sont dans les délais de 4 ans, mais on savait très bien qu'avec Belliris, on ne pouvait pas le faire avant 2018, on va le faire en 2020, 2021. Monsieur Gassia, c'est Belliris, c'est pas... Il reste moins d'une minute, donc je vous demanderai d'être rapide, parce qu'il y a encore 2 personnes qui doivent prendre la parole très très rapidement. Et c'est un beau projet. Très rapidement. Donc nous avions soutenu ce projet lorsqu'il était sur la table en 2012. Nous avions effectivement un peu critiqué la longueur du processus de participation, même s'il était nécessaire, et son coût, c'était de l'ordre de 400 000 €. Et donc à partir de là, maintenant, le projet est en train de se finaliser. J'espère vraiment que nous pourrons inaugurer, comme cela m'a été répondu hier, suite à mon intervention au Conseil communal, au mois de janvier, comme on l'espère, la place devrait être terminée. Monsieur De Waal, 10 secondes. Donc moi je suis fier de ce dossier. La place sera très jolie. Les voitures ne seront plus là. Ça a été un gros débat difficile avec les commerçants. La négociation a été longue. Il y a un accord général aujourd'hui. La participation que vous souhaitiez, c'est la région, c'est Belliris qui l'a lancée. Et ça a pris beaucoup de temps, trop de temps, mais nous n'étions pas par rapport à ça à la manœuvre. Monsieur Madran, 10 secondes, et puis on termine le débat. Je vais être très bref. Moi, je suis très heureux que ce projet ait pu aboutir. Je suis très heureux que ce projet ait pu aboutir. Il a été initié à l'époque, c'est Laurette Onkelings qui présidait Belliris. Ça a été poursuivi par Didier Renders. Tout ce temps a servi de la concertation. Moi, aujourd'hui, je me tourne vers l'avenir. J'entends les commerçants. J'ai vu votre reportage. C'est vrai que ça n'a pas été simple. Essayer de concilier l'ensemble des points de vue, c'est pas évident. Mais moi, je suis sûr que demain, notre belle plage Jourdan, avec cette magnifique friterie Antoine, sera un des pôles majeurs de l'avenir de notre commune, avec le quartier de la Chasse. Voilà, ce sera donc la fin de ce débat. Merci en tout cas, messieurs, d'y avoir assisté. Alors demain, on prend la direction de Jette. Le bus s'installe place du Miroir. Et moi, je vous retrouve avec plaisir pour un nouveau débat sur les enjeux de cette commune. Merci.